OK, super, merci beaucoup. Merci pour votre patience. Je suis très, très contente, de vous avoir avec moi ce soir pour vous présenter notre très beau panel sur l'agroécologie, souveraineté alimentaire et défis environnementaux à l'international. Je serai pour la soirée votre animatrice improvisée parce que notre animatrice a eu un empêchement. Je vais vous demander d'être très indulgent avec moi, indulgent et indulgente, de sourire beaucoup et de m'applaudir. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, merci beaucoup. OK, excellent, merci. Donc, je vais commencer par remercier la MDD. Sans eux, on n'aurait pas ce bel espace, qui est l'Atrium. Je vais remercier aussi leurs partenaires, c'est Hydro-Québec et Desjardins. Hem, OK, on peut commencer. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre panel. Je vais commencer avec des petites statistiques. Hem, OK, je vais m'asseoir. Des sourires, hein, des sourires. OK. Donc, malgré une production alimentaire mondiale capable de nourrir l'ensemble de la population, 733 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023, notamment en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de crises économiques. Le sujet de notre panel aujourd'hui, c'est l'agroécologie, parce que c'est une approche qui nous permet de répondre à cette problématique. Et on a des expertes avec nous et un expert qui va être en asynchrone. Mais avant de commencer et de vous présenter nos chers panélistes, je vais faire une reconnaissance territoriale. Donc, on aimerait commencer cette rencontre en reconnaissant que nous sommes situés ici à Montréal sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Celles-ci ont été les gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est en effet historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières moissons. Première... Si toi tu rigoles, tout est beau. Je suis désolée. Première nation et non première moisson. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons ces relations continues qu'ont entretenues et continuent d'entretenir avec ces lieux les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Au-delà de cette reconnaissance territoriale, nous sommes convaincus qu'il est essentiel pour bâtir des systèmes alimentaires viables de nous assurer d'écouter toutes ces voix, dont celles des communautés autochtones, des communautés du Sud, des jeunes et des femmes. Donc, ce panel s'inscrit dans une série d'événements de SUCO. SUCO est un organisme de coopération internationale qui existe depuis 1961. Notre mission, c'est de mobiliser les ressources et les savoirs pour accompagner les communautés dans l'amélioration de leurs conditions sociales, économiques et environnementales. Et c'est grâce au soutien précieux du gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada qu'on peut faire ce panel aujourd'hui. Excellent. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir des experts et expertes passionnés qui partageront leur travail et leur vision. Je vais juste vous définir un système alimentaire viable. Ça repose sur des collaborations territoriales intégrant production, transformation, distribution, consommation et gestion des matières résiduelles. Ces réseaux visent à renforcer la santé environnementale, économique et sociale des communautés en priorisant l'accès à une alimentation saine pour tous et toutes. Le modèle agro-industriel mondial aggrave la malnutrition et appauvrir les sols ainsi que les populations locales. Donc, plus qu'une simple approche, ne vous en faites pas, je dis des définitions, mais je vais aussi passer la parole aux experts. Mais juste pour faire rapidement, l'agroécologie, c'est un ensemble de théories et de pratiques qui visent l'application des principes de l'écologie et de l'agriculture, à l'agriculture ou à l'agronomie. L'agroécologie ne s'intéresse pas juste à la parcelle où on fait de l'agriculture, mais au système alimentaire viable dans sa globalité. Donc, pour citer Alain Olivier, l'agroécologie propose une vision renouvelée de la pratique agricole et de l'alimentation selon laquelle les processus écologiques et la justice sociale doivent se retrouver au cœur même du fonctionnement des agrosystèmes. Super. Je vais présenter rapidement nos panélistes. Ensuite, je vais leur donner la parole pour qu'elles nous en disent plus sur leur rôle actuel. Donc, Alors, je vais commencer par Vicky. Qui est qui est représentante pays au Nicaragua. Vicky travaille depuis 2021. Elle occupe le poste de représentante pays et elle a travaillé en égalité des genres et en inclusion sociale au Honduras et au Nicaragua. Vicky, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail actuel chez SUCO, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce qu'on m'entend?
Bien sûr, merci beaucoup, Elissa. Bonsoir tout le monde. Donc, tout d'abord, en tant que représentante de SUCO Nicaragua, je suis responsable de la mise en œuvre des projets et des programmes au Nicaragua, également du développement de la programmation. Je dois m'assurer que toutes nos interventions soient adaptées aux besoins de nos partenaires locaux, mais qu'ils soient également alignés aux priorités de SUCO. J'agis également en tant qu'interlocutrice principale entre SUCO et les acteurs et les actrices locaux. Donc, qu'il s'agisse de nos partenaires qui sont, entre autres, des coopératives, des organisations de la société civile, des unions de coopératives ou des regroupements d'organisations, ou bien encore des institutions du gouvernement ou des institutions internationales alliées. Euh, Également, je supervise, je coordonne, j'appuie et j'accompagne le travail de notre équipe sur le terrain, qui est principalement constituée de personnes volontaires qu'on appelle nos collaborateurs et collaboratrices spécialisés, ainsi que notre personnel local. J'appuie également la gestion financière et puis le rapportage des résultats de nos projets et programmes. Et puis, en tant que représentante, donc je dois également représenter SUCO lors d'événements locaux et internationaux dans le but de présenter les initiatives de l'organisation, mais également de sensibiliser le grand public, en fait, sur les enjeux de développement durable au Nicaragua. Donc, c'est ce qui explique, entre autres, ma présence parmi vous ce soir. On va aussi avoir la chance d'avoir la participation asynchrone, je disais tout à l'heure, d'un panéliste. C'est Mamadou Abdoulaye Sow de l'ONG Enda Pronat qui va intervenir sur le sujet. Je vais vous lire sa biographie rapidement. C'est le coordonnateur des programmes de Enda Pronat, une organisation non gouvernementale sénégalaise qui œuvre pour une mise à l'échelle de l'agroécologie au Sénégal. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et possède depuis 10 ans une solide expérience dans l'agroécologie et dans le dialogue sociopolitique à travers des partenariats multi-acteurs. Je vais maintenant présenter Geneviève Talbot, juste à ma gauche, qui est chargée de programme Afrique et responsable de la thématique environnement chez SUCO. Elle va nous présenter l'approche de SUCO sur l'agroécologie, la souveraineté alimentaire et la résilience au changement climatique. Et elle va introduire l'intervention de Mamadou. Geneviève a travaillé chez ICTAS, Développement épais et Développement épais, où elle a géré des programmes en droits humains, sécurité alimentaire et adaptation climatique dans des pays comme le Cameroun, le Nigeria et le Sierra Leone. Geneviève, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail actuel, s'il te plaît? Oui. Est-ce que ça... Oui. Merci, Elissa. Oui, avec plaisir. Donc, mon travail à SUCO s'articule autour de deux volets surtout. Donc, un des volets, c'est le volet environnement, puis l'autre, c'est le volet programmation en Afrique. Là, pour le moment, je vais vous parler principalement là, du volet environnement. Donc, voilà, c'est le volet expertise. Ça veut dire que tout ce qui concerne, en fait, les activités de SUCO, tout ce qui concerne les systèmes alimentaires viables, la résilience au changement climatique, mais tout aussi le volet intégration de l'environnement, ça passe par moi. Et là, maintenant, éventuellement, bientôt, il va y avoir une autre personne qui va se joindre à cette équipe-là, mais ça se fait aussi en partenariat avec les volontaires ou les personnes spécialisés en environnement qui sont dans les terrains dans lesquels on travaille. Donc, il y a une équipe quand même au sein du SUCO qui s'intéresse à la question environnementale et à l'intégration de l'environnement dans nos projets. Donc, mon travail à SUCO, sous l'angle environnement, consiste à s'assurer que nos projets, notre développement organisationnel, nos actions intègrent dans leur façon de travailler l'environnement. Concrètement, par exemple, si je pense à un projet qu'on a eu au Nicaragua sur les poulaillers. Comment on dit déjà en espagnol, les poulaillers? Les galeros. Merci. Donc, c'est comment on peut s'intégrer, pour comment s'assurer, par exemple, que dans les poulaillers, tout le volet environnemental, dans la construction, comment on le construit, comment on le fait, comment on le met en œuvre, est pris en compte dans la conception du projet, du début à la fin. Donc, c'est ça le volet environnement de mon travail au sein du SUCO. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous présenter Morgane Leclerc, qui est docteur en droit, professionnelle de recherche à
la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université de Laval. Donc, Morgane nous arrive de Québec. Mesdames et messieurs, on a cette chance incroyable. Merci beaucoup. Morgane a une solide expertise en droit de l'environnement et en sécurité alimentaire avec une expérience internationale marquante, notamment dans des projets collaboratifs en Afrique de l'Ouest. Morgane, pourrais-tu nous en dire plus sur ton rôle à l'Université de Laval et tes travaux actuels? Merci beaucoup, Elissa, pour l'introduction. Moi, donc, je travaille à l'Université Laval au sein d'une chaire qu'on appelle la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire, la chaire DDSA, qui existe depuis 2014. En fait, au sein de cette chaire, notre mission, c'est de réaliser des analyses critiques des instruments juridiques nationaux et internationaux au regard de l'objectif de diversifier l'agriculture et l'alimentation pour une sécurité alimentaire mondiale durable. Donc la santé humaine et la santé de l'environnement sont au cœur de notre travail, de même que l'agroécologie. Pour ma part, s'agissant de mes travaux plus particulièrement, j'aime beaucoup l'analyse du droit aux différentes échelles, donc internationale, nationale, locale, et en fait la confrontation entre les enjeux locaux et les enjeux plus globaux. Pendant ma thèse de doctorat, j'ai questionné le rôle du droit international et du droit ouest-africain dans la promotion de l'agroécologie, en partant de l'observation de pratiques semencières dans 2 villages ouest-africains, l'un qui était situé au sud de Ouagadougou, au Burkina Faso, en territoire Gurunsi, et l'autre au Sénégal, proche de Nirar, en territoire Sérère. Donc, en fait, il s'agissait pour moi d'analyser le droit international et les législations semencières du Burkina Faso, du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest au regard des pratiques semencières de ces villages pour ensuite tirer des conclusions sur la manière dont le droit est plutôt sur des mécanismes qui peuvent permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de ces villages d'accéder à une plus grande diversité de semences pour faire face là, aux enjeux climatiques là, dont on va parler. Et notamment pour élever leur niveau de vie en se prémunissant contre les variations de température et de précipitations. Donc, mes travaux actuels, bien sûr, ça s'inscrit dans la lignée de cette thèse de doctorat. J'étudie les interactions entre les différentes échelles et j'ai la conviction que le droit à toutes les échelles doit être un levier pour construire un avenir alimentaire plus juste, inclusif et respectueux de l'environnement. Ce qui est en ligne avec, je crois, avec l'organisation SUCO. Donc, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va poser quelques bases et on parle souvent de changement climatique et de résilience climatique. Geneviève, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifient réellement ces termes et comment est-ce qu'ils sont liés à l'agroécologie? Oui, avec plaisir, Melissa. J'ai mis quand même mes petites feuilles, là. Mais chez SUCO, comment nous, on définit la résilience aux enjeux climatiques? Ça se définit comme étant la capacité, là je vais les lire quand même, la capacité des institutions, des organisations et des individus à anticiper et à s'adapter aux impacts des changements climatiques. SUCO travaille principalement là, avec des populations rurales, puis on se concentre dans le volet résilience au changement climatique, sur la gestion des risques et la réponse aux chocs climatiques qui affectent le quotidien des populations avec qui on travaille, donc surtout là, les groupes ruraux. SUCO, on va considérer que la résilience est renforcée quand il y a 3 volets qui sont rencontrés. Le premier, c'est que les compétences et les ressources des populations sont développées pour mieux gérer les chocs. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité aussi d'anticiper les chocs climatiques, de voir venir, d'avoir des systèmes, par exemple, d'alerte précoce qui vont leur permettre d'anticiper soit une sécheresse, soit aussi mais des crises qui sont plus lentes, là, les slow onset crises, comme par exemple la sécheresse ou la montée des eaux, où les populations peuvent le voir venir, puis se préparer de quelle façon on peut y faire face. Ça, c'est une façon que nous, on considère qu'on augmente la résilience. Merci. L'autre façon, c'est lorsque les facteurs de risque, puis il y a différents facteurs de risque qui vont pour la gestion des chocs climatiques, mais entre autres, la dégradation environnementale, c'est un facteur de risque qui est important, mais aussi la discrimination systémique. Par exemple, il y a des groupes qui sont marginalisés, qui sont isolés.
chez SUCO, on travaille beaucoup avec les femmes, donc entre autres les femmes, mais parfois les jeunes ou parfois des personnes vivant en situation de handicap, par exemple. Mais comment les populations qui sont dites marginalisées sont aussi ou discriminées sont plus en mesure de faire face au choc. On va aussi penser, par exemple, aux migrations forcées ou les sécheresses. Donc, différents risques qui existent, qui sont soit liés à l'environnement, mais aussi sociaux, qui sont atténués. Comment on peut atténuer ces risques-là pour faire en sorte que les populations sont plus en mesure de résister à des chocs et de les voir venir. Bon, ces actions, le dernier point, on va considérer que la résilience au changement climatique est renforcée lorsque les actions sont soutenues par des règles, des plans et des politiques formelles ou informelles, ça aussi c'est important, qui permettent de réduire la vulnérabilité des individus et des communautés. Donc, par exemple, ça veut dire s'il y a des plans au niveau municipal, communal, d'adaptation au changement climatique, de prévention des inondations, de gestion des gens quand il y a une catastrophe, par exemple. Mais si c'est aussi dans l'informel, beaucoup des populations, des groupes avec qui on travaille sont structurés sans que ça soit écrit dans des lois ou encadré de façon très, très légale, mais qui ont quand même des façons de réagir puis qui sont importants dans la façon de réagir à des chocs climatiques. Quand je pensais à la présentation, je me disais, on peut peut-être penser à un trampoline. La résilience au changement climatique, c'est s'il y a un gros choc qui arrive, poum, là, ton trampoline, il se déforme, mais après ça, il revient. Fait que c'est là la résilience. Puis les capacités d'adaptation ou le fait que c'est inclus dans des systèmes formels ou informels, mais c'est les piliers du trampoline qui vont permettre que le trampoline reste tendu, qui va revenir, qui va se rétablir de nouveau. C'est un peu de cette façon-là. Merci beaucoup. Donc, on voit la résilience au changement climatique. Puis, il y avait aussi le lien avec l'agroécologie. L'agroécologie, ça, c'est le futur. Bonne soirée. Pardon. L'agroécologie, en ayant des pratiques agricoles qui sont résilientes face au climat, mais qui sont non seulement qui ont peu d'impact sur l'environnement, mais surtout qui ont des impacts positifs. Fait que là, on pense à différentes façons, que ce soit le compostage, que ce soit les haies vives, des cordons pierreux, ou d'avoir des cultures intercalaires ensemble ou qui vont enrichir les sols. C'est toutes différentes façons qui permettent aux communautés ou à l'agroécologie de résister aux impacts des changements climatiques, mais aussi de diminuer son impact là-dessus. Par exemple, mes collègues vont parler des semences ou de ces différents aspects-là. Donc, le lien entre l'agroécologie et la résilience au changement climatique se fait là, dans les pratiques agricoles. Mais aussi, parce que l'agroécologie, ça va au-delà des pratiques agricoles et des savoirs, et c'est un mouvement politique qui plaide pour des systèmes agricoles, j'allais dire alternatifs, mais on a beaucoup d'hésitation avec ce mot-là, de dire différents. En tout cas, que ce n'est pas le système agro-industriel qu'on connaît, une filière de production. Donc, comment on peut avoir des systèmes agricoles qui sont différents, qui visent à travailler avec l'ensemble de la chaîne, du producteur, productrice, producteur, à la personne consommateur, consommatrice. Donc, que ce soit en termes de production, en termes de transformation, de commercialisation, mais aussi du point de vue des personnes qui consomment, les mangeurs-mangeuses, comment nous, on peut avoir un impact dans la politique agricole. C'est ça, l'agroécologie. Puis l'agroécologie se distingue ensuite de la sécurité alimentaire puis de la souveraineté alimentaire. Il y a des liens à faire entre les deux. La sécurité alimentaire, c'est s'assurer que les populations aient accès à une nutrition qui est saine, nutritive, accessible, mais c'est surtout par rapport à un pouvoir d'achat ou peut-être de troc. Alors que la souveraineté alimentaire, c'est oui, s'assurer que les gens aient accès à une nourriture qui est saine et accessible, mais aussi que ça permette que les producteurs, productrices aient un certain contrôle sur qu'est-ce qu'ils plantent, sur les différents intrants, les semences, les pesticides, les herbicides, les engrais, sur comment et à qui ils le vendent et à combien. Fait que ça donne un certain contrôle des États sur leur politique agricole. C'est ça la distinction entre la souveraineté et la sécurité alimentaire. Donc, on voit un lien entre la résilience au changement climatique grâce à l'agroécologie qui permet des pratiques agricoles durables dans lesquelles les
producteurs, productrices, paysans, paysannes sont partie prenante, mais aussi qui assure non seulement la sécurité alimentaire, mais qui vise éventuellement une souveraineté alimentaire, donc le droit pour les gens, pour les États de décider de leur politique agricole. Merci, merci beaucoup. Morgane, est-ce que tu voulais ajouter quelques définitions? Oui, je pourrais ajouter, excusez-moi, je pourrais dire quelques mots en fait sur la souveraineté alimentaire et son parcours au niveau juridique et politique. Parce qu'en fait, si je peux compléter sur la souveraineté alimentaire, c'est une notion qui a été définie, développée en 1996, donc 2 ans après la création de l'Organisation mondiale du commerce. Et à cette époque, donc, on considère que le commerce international entraîne la croissance économique et donc nécessairement la diminution de la pauvreté et la diminution de l'insécurité alimentaire. Donc, autrement dit, à cette époque, on considère que le commerce mondialisé est un facteur clé pour la sécurité alimentaire qui va résoudre le problème de la faim. Et la Via Campesina, qui est l'ONG qui va défendre à l'échelle internationale la souveraineté alimentaire, au nom des petits agriculteurs, va en fait à l'encontre de ce paradigme dominant de l'époque et elle n'est pas écoutée, elle est perçue comme un mouvement altermondialiste, idéaliste. Et voilà, comme l'a expliqué Geneviève, la souveraineté alimentaire, ça fait référence au droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Ça se fonde sur les aspirations et les besoins des acteurs, de celles et ceux qui produisent, distribuent ou consomment les aliments. De plus, ça réfère à la possibilité de produire une alimentation par des méthodes écologiques saines et durables. Et cette notion place le soutien des marchés locaux, le soutien aux marchés locaux et aux producteurs locaux au-dessus de la production pour l'exportation ou des importations alimentaires. Et à cette époque, donc à l'époque où cette notion apparaît, les États ne sont pas du tout prêts à remettre en question les grands principes du commerce agricole mondial qui viennent d'être arrêtés. Et peu d'États finalement vont intégrer cette notion dans leur politique ou leur cadre législatif. En fait, les premiers États qui vont le faire, à ma connaissance, c'est le Mali, l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela en 2006, 2007 et 2008. Mais depuis, les choses ont bien évolué, donc, et ce n'est pas pour rien qu'on parle de souveraineté alimentaire aujourd'hui et que c'est l'objet même de ce panel, c'est que 30 ans après la création donc, de l'Organisation mondiale du commerce, en 2024, cette année, force est de constater que le commerce mondial et la libéralisation des échanges agricoles n'ont pas eu les effets escomptés sur la sécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, on a donné les chiffres là, en tout début de panel, n'a de cesse de progresser. Et d'après certaines estimations, ce sont les agriculteurs, les paysans, qui représentent environ 80% de ceux qui souffrent le plus de la faim dans le monde. Donc c'est un énorme paradoxe que ceux qui produisent notre nourriture sont aussi ceux qui souffrent de façon disproportionnée de la faim et de la pauvreté. Et face à ce constat, eh ben, le débat sur la souveraineté alimentaire regagne en légitimité, d'autant que depuis la crise de Covid-19, cette crise, la pandémie a ébranlé encore la confiance qu'on avait dans le commerce international et la confiance qu'on avait dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées. Et donc, aujourd'hui, sans parler d'un véritable changement de paradigme, mais on peut dire qu'il y a un intérêt croissant pour la reterritorialisation des systèmes alimentaires, le régionalisme et l'agroécologie, y compris dans les institutions internationales. Merci beaucoup. Après ces riches définitions, je vais vous proposer d'aller un peu sur le terrain. Donc, Vicky, tu es basée au Nicaragua, où SUCO a développé plusieurs partenariats locaux. Au sujet de l'agroécologie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre partenaire, le GPAE, et leur travail, s'il te plaît? Merci beaucoup, Elissa. Donc, avant toute chose, je vais faire une petite mise en contexte sur le Nicaragua. Donc, il faut savoir que le pays est marqué par une pauvreté qui est généralisée et des inégalités économiques prononcées. Il y a évidemment une forte proportion de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, ça entraîne un accès qui est limité, évidemment, à l'éducation, à des soins de santé et puis à des opportunités d'emploi qui soient viables.
Le Nicaragua se trouve dans le corridor sec de Mésoamérique. C'est une région qui est hautement vulnérable aux aléas climatiques. Et puis, ce corridor sec, en raison de ses caractéristiques géographiques spécifiques, est exposé aux événements extrêmes climatiques, donc aux inondations, aux précipitations excessives et aux sécheresses. Les prévisions indiquent une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces événements climatiques qui exercent une forte pression, une pression accrue sur les systèmes agricoles qui dépendent des précipitations saisonnières. L'agriculture, qui représente l'une des principales activités économiques du Nicaragua, va subir de plein fouet les effets des changements climatiques. Les petits agriculteurs et agricultrices qui cultivent les aliments de base comme sont le haricot, le maïs, voient leur rendement diminuer en raison de la variabilité croissante des précipitations et des périodes longues de sécheresse. Et puis, c'est une situation qui ne se limite pas à avoir une diminution des récoltes, sinon qui engendre une insécurité alimentaire importante et des difficultés économiques qui accablent fortement les familles qui dépendent de l'agriculture pour leur survie. Donc, les conséquences cumulatives des sécheresses qui sont prolongées et les pertes de récoltes ne sont pas seulement économiques, comme je le mentionnais. Ça pousse également de plus en plus de personnes à migrer des zones rurales vers les zones urbaines, également vers l'étranger, en recherche d'opportunités économiques et de conditions de vie qui soient plus dignes. Et dans un contexte aussi difficile, ce sont les femmes et les enfants qui assument souvent la responsabilité, en fait, de la sécurité alimentaire familiale et la gestion des ressources au sein des foyers qui sont particulièrement touchés par cette situation. On sait très bien que la charge qui leur incombe devient de plus en plus lourde quand les ressources, en fait, se raréfient. Donc, également, il y a des études qui ont montré qu'au cours des dernières décennies, les températures au Nicaragua ont augmenté entre 0,5 et 1 degré. Puis cette élévation des températures a un impact direct sur les cycles agricoles, donc qui perturbe la saison des plantations, de la plantation, des récoltes, mais aussi la viabilité même de certaines cultures. Donc, en somme, le Nicaragua se trouve à un carrefour critique où les interactions entre la pauvreté, les inégalités économiques, la vulnérabilité climatique nécessitent une attention qui est urgente et des actions concertées. Et puis, c'est là où SUCO entre en jeu, en fait, avec ses programmes et ses projets au pays. Donc, SUCO, actuellement, au Nicaragua, appuie 7 organisations partenaires. Donc, ce sont des organisations locales pour identifier des solutions qui sont novatrices à ces enjeux. Le HEPAI, dont vous mentionnez Lisa au début de son intervention, donc c'est le groupe de promotion de l'agriculture écologique. Il a intégré la programmation de SUCO Nicaragua récemment, donc en 2022. C'est un réseau qui regroupe plus d'une quarantaine d'organisations de la société civile, des coopératives, des groupes de femmes, des producteurs et des productrices privés qui sont engagés pour la promotion de l'agroécologie et des systèmes de production durables. Ces organisations, ils couvrent pratiquement tout le territoire du Nicaragua, sauf la côte des Caraïbes. Donc là, on parle du Pacifique, du Nord, du Centre et du Sud, et puis rejoignent près de 35 000 familles paysannes. La mission du REPAI, c'est d'encourager, de promouvoir la diffusion à grande échelle de l'agroécologie en tant que pilier du développement durable qui renforce la souveraineté alimentaire, la sécurité nutritionnelle, la résilience au changement climatique et qui contribue au bien-être intégral des familles rurales. Donc, au cours des dernières années, le REPAI a réalisé un fort travail de plaidoyer autour de la production et de l'utilisation des semences paysannes et également autour de la sauvegarde des pratiques ancestrales comme initiative de résilience au changement climatique. En 2022, donc quand même tout récemment, à travers l'appui de SUCO,
le REPAI a mis en œuvre un projet qui s'appelait la souveraineté alimentaire et leadership des femmes. C'est un projet qui visait le renforcement de banques communautaires de semences dans 5 départements du pays, qui a bénéficié à plus de 140 femmes productrices sur le territoire. Donc, l'objectif de ce projet était de fournir, en fait, des équipements, des semences et de renforcer les infrastructures des banques de semences, mais également d'améliorer les connaissances des femmes productrices et des membres, en fait, de ces banques de semences en gestion des banques de semences, en administration, mais également en production de semences à travers des écoles de champs où étaient mises en pratique les techniques de l'agroécologie. À la fin du projet, toutefois, le REPAI a identifié une forte lacune. C'était la faible qualité des semences qui étaient conservées dans les banques communautaires de semences. Donc, il faut dire qu'au Nicaragua, le modèle de production agricole et conventionnel, c'est celui qui prédomine. Donc, on parle de pratiques intensives d'utilisation de pesticides, on parle d'une gestion inappropriée des sols, des eaux, ce qui engendre évidemment une contamination des ressources naturelles. On parle des coûts de production élevés, des conséquences sur la productivité sur la productivité des récoltes. On parle d'insécurité alimentaire et également d'une pauvreté qui est générée au sein des familles paysannes. Également, les communautés perdent de plus en plus en fait leurs connaissances, leurs savoirs ancestraux et ont de plus en plus de difficultés en fait à différencier le grain de la semence. Ça entraîne une diminution de la qualité et de la valeur génétique des semences. Donc, par conséquent, les familles paysannes sont contraintes d'acheter des semences commerciales qui sont inadaptées à leur sol et à leur climat. On va faire une petite pause ici parce que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas savoir ce que c'est la différence entre un grain et une semence. Et je vais demander à Morgane, s'il te plaît, de rapidement nous faire la distinction. OK, non, c'est bon. Très rapidement, la distinction donc, entre semences et grains. Le grain, c'est ce qu'on mange. Donc, le grain de maïs là, qu'on consomme, qu'on met dans l'assiette, c'est celui qu'on mange. Tandis que la semence, c'est celle qui est destinée à être plantée en terre pour redonner un plant de maïs. Et là, quand Vicky parle de distinguer entre le grain et la semence, c'est vraiment cette capacité qu'ont les agriculteurs à reconnaître quel est le meilleur, pour reprendre l'exemple du maïs, là, quel est le meilleur des grains de maïs à replanter pour avoir une reproduction, un plant de maïs viable. Donc, ça peut se calculer aussi en laboratoire. Hein, qu'est-ce que c'est une bonne semence? On fait des calculs du taux de germination, de la teneur en humidité, on regarde la pureté de la semence par rapport à la variété, mais les agriculteurs aussi ont des techniques là, pour vérifier en fonction de la forme et du poids aussi, de la couleur, quelle est la bonne semence. C'est des savoirs très diversifiés là, qui dépendent de toutes les variétés. Donc, ça ne va pas être la même façon de percevoir une bonne semence pour un maïs rouge ou un maïs jaune ou un maïs blanc. Enfin, vous comprenez un peu, j'imagine. Merci beaucoup, Vicky. Oui. OK, parfait. Désolée. Donc, le REPAI a identifié comme solution à cette problématique une proposition, en fait, nous a soumis une proposition de projet qui constituait en une école de semences, une école de production de semences paysannes à partir de techniques agroécologiques et qui permettaient la sauvegarde, en fait, qui permet la sauvegarde des savoirs ancestraux locaux. C'est un projet qu'on espère qui va pouvoir être mis en œuvre d'ici la fin de l'année, qui va rejoindre plus de 200 producteurs et productrices, donc principalement des femmes, et puis qui sera mis en œuvre dans le sud du pays. On a demandé à notre partenaire, le REPAI, et aux femmes qui seront bénéficiaires du projet
de nous partager leur témoignage, de nous partager en fait pourquoi c'est important pour eux ce projet-là, cette initiative-là, et en quoi elle constitue une forme de résilience au changement climatique. Donc, on a une petite vidéo pour Los efectos del cambio climático están impactando la agricultura en todo el mundo. En Nicaragua, nuestra organización social, el Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica, se propuso desarrollar una escuela de producción de semillas criollas con mujeres productoras como alternativa de resiliencia. Estamos trabajando con un grupo de productores y productoras que cuentan con bancos de semillas aquí en el territorio. Uno de los principales objetivos de estos productores es la producción de semillas de calidad para siembra. Que estos productores puedan implementar parcelas de producción de semillas. Actualmente pasamos por una crisis bastante abrumadora, lo que es el cambio climático. Entonces hemos estado tratando de fortalecer todas estas capacidades en cuanto al manejo de nuestras semillas criollas, el rescate y la reproducción, ya que esta es nuestra semilla ancestral, la que nos va a permitir la seguridad alimentaria, porque son semillas resistentes, altamente productivas, y además que lo hacemos de manera sana, saludable, y que fortalecemos todo lo que es el tema de la seguridad alimentaria a través de una producción sana. Estas semillas no solo son resistentes a enfermedades y plagas, sino que también requieren menos insumos agrícolas. Además, al ser variedades adaptadas a su entorno, fomentan la biodiversidad y juegan un papel crucial en la conservación de los ecosistemas locales, fortaleciendo la salud del suelo y promoviendo un equilibrio natural que beneficia a la comunidad y al medio ambiente. Las semillas criollas son resistentes al cambio climático, dado que se han adaptado a condiciones de altas temperaturas y exceso de lluvias, lo que permite que el gen se vaya transmitiendo de generación a generación. Estamos en los bancos como mujeres, estamos dentro de la comisión de bancos. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito de resguardar estas semillas, protegerlas para las futuras generaciones. Nosotros manejamos que estas semillas son una herencia ancestral, son parte de nuestro origen, de nuestra idiosincrasia, y tenemos que cuidarlas. Las semillas criollas son más que simplemente insumos agrícolas. Son un legado de sabiduría ancestral y una manifestación de la capacidad humana para adaptarse y perseverar. Al preservarlas, estamos creando un patrimonio para futuras generaciones y un mosaico de soluciones para enfrentar el cambio climático. Únase a la promoción de la agricultura ecológica y siembra semillas de cambio. Juntos y juntas podemos hacer la différencia. Merci, je ne me lasse pas de regarder cette vidéo, donc merci beaucoup Vicky de nous avoir présenté le partenaire, présenté la problématique et présenté le cas du Nicaragua. Morgane, tu t'y connais en semences indigènes. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur l'importance de préserver ces variétés? Moi, je pourrais parler. Oui, je pourrais parler en fait pendant des heures de ce sujet, mais je vais essayer de faire court tout en apportant une dimension peut-être plus globale, toujours dans l'idée de faire le lien, le pont entre les enjeux locaux et globaux. Mais donc, on sait bien aujourd'hui que pour faire face au changement climatique, il faut de la diversité dans les champs. Plus il y a de diversité dans les champs, plus l'agriculteur, l'agricultrice va être résilient face aux maladies et a plus de chances de stabiliser ses rendements. Mais cette diversification agricole, cette conservation qu'on appelle in situ dans les champs des agriculteurs, elle n'a pas toujours été une priorité politique. Et en fait, dans les années 1960, quand la communauté internationale a finalement reconnu officiellement qu'il y avait un problème d'érosion, donc on perdait de nombreuses variétés à travers le monde, du fait d'un remplacement
des variétés traditionnelles par des cultivars uniformes à haute productivité. Les recommandations qui ont été faites à partir de ce constat, ça a été de collecter les ressources dans des collections, cette fois ex situ, donc dans des banques de gènes. Il y a des missions de conservation qui ont été organisées dans toutes les régions du monde pour collecter les semences des variétés sauvages, locales et paysannes et pour les placer dans des banques de gènes nationales ou internationales. Aujourd'hui, on a plus de 1750 banques de gènes à travers le monde. La majorité, toutefois, des variétés se trouve dans 11 banques de gènes du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, le CGA, qui détient plus de 730 000 accessions de céréales, de légumineuses à grains, de fourrages, d'espèces d'arbres, de plantes à racines et de tubercules et de bananes. Cette conservation ex situ, elle est importante, essentielle, mais en fait, elle n'est pas du tout, à mon sens, suffisante et au sens de plein d'autres politiques d'ailleurs. Et si bien qu'après 30 ans de mission de prospection et de conservation ex situ, on va estimer que 75% de la diversité cultivée a disparu. Donc, on n'a pas du tout réussi en fait, à préserver la diversité dans les champs des agriculteurs. On en a perdu 75%, c'est ce qui est estimé à la fin des années 90. Et en 2019, sur les 6000 espèces variétés sur les 6000 espèces végétales cultivées pour l'alimentation, seulement 9 sur 66% de la production agricole dans le monde. Donc, de ces constats-là, cette fois, on reconnaît que la conservation ex situ n'est pas suffisante, qu'en fait, même il y en a qui vont jusqu'à dire qu'elle paralyse l'évolution naturelle des plantes, qui, elle, est créatrice de nouvelles diversités. Donc, on s'empêche aussi de diversifier encore plus notre agriculture et notre alimentation. Et donc, conservation ex situ dans les banques de gènes et conservation in situ dans les champs des agriculteurs doivent nécessairement aller de pair au risque de laisser perdurer l'érosion encore et encore. Les cases de semences, comme celles qu'on a vues dans la vidéo, font partie de la solution. En fait, ce sont des lieux de préservation et de conservation des variétés qui sont cultivées localement et qui sont gérés en commun par les agricultrices, les agriculteurs, à travers des associations, des coopératives ou autres formes d'organisation communautaire. Elles permettent aux agricultrices et aux agriculteurs, sans ingérence extérieure, de préserver leurs variétés et de faire face donc au risque d'érosion. Ça permet aussi à des agricultrices ou agriculteurs qui auraient perdu leur variété pour X ou Y raison d'aller en chercher. Donc, c'est une lutte contre la vulnérabilité. Mais surtout, c'est là où je veux en venir, ces cases de semences-là, elles peuvent servir de catalyseur pour réintroduire des variétés locales qui sont conservées dans les banques de gènes. Donc, pour faire le pont en fait, avec ces banques de gènes nationales et internationales. À l'heure actuelle, une des grandes limites de la conservation ex situ dans les banques de gènes, c'est que c'est très peu accessible aux petits agriculteurs, petites agricultrices. En principe, l'accès est gratuit, mais il y a toujours des frais de transport, des petits frais comme ça qui ne sont pas toujours accessibles par les agriculteurs. Aussi, ça demande quand même une connaissance de l'existence même de ces collections et des procédures juridiques et administratives à faire pour avoir accès à ces accessions. Mais en fait, ces cases de semences-là, elles permettent un empowerment des communautés et en tout cas, je pense et je suis presque sûre qu'elles peuvent aussi servir de catalyseur et de lieu pour faire le pont entre la conservation in situ et ex situ. Et je m'appuie aussi sur un cas existant. Je finis par ça. Mais en 2004, il y a 6 communautés quechua représentées par une association qui s'appelle Andes, qui ont conclu une entente avec le Centre international de la pomme de terre, qui est un centre qui dispose d'une banque de gènes avec, comme son nom l'indique, beaucoup de variétés de pommes de terre. Et cette entente, en fait, elle a prévu effectivement le rapatriement de plusieurs centaines de variétés de pommes de terre dans les champs des agriculteurs et dans un parc spécialement créé, et la reconnaissance des droits des autochtones sur ces souches indigènes. Et cette entente a permis d'augmenter la diversité de pommes de terre cultivées localement de 778 variétés à environ 1345 variétés en l'espace de 7 ans. Donc, c'est prometteur. Merci beaucoup.
Donc, je vais souligner encore une fois que l'agroécologie se présente comme une voie prometteuse finalement pour renforcer la résilience des communautés face aux bouleversements climatiques. Et en s'appuyant sur des savoirs locaux et la gestion durable des ressources, on va toujours plus loin. Merci beaucoup, Morgane. Je vais me tourner vers l'Afrique de l'Ouest avec Geneviève, faire une petite intro. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les températures ont augmenté de 1 à 3 degrés depuis le milieu des années 1970, particulièrement dans la région du Sahel, alors que les précipitations de pluie deviennent de moins en moins prévisibles et de moins en moins fréquentes dans la région. Donc, je vais passer la parole à Geneviève Talbot et à Mamadou Abdoulaye Sow de Enda Pronat qu'on a présenté tout à l'heure. Est-ce que tu étais bonne pour... Ouais? Oui, merci. Moi, je vais parler en premier, puis ensuite, ça va être Mamadou. Merci, Elisa. C'est quand même fascinant de penser la quantité de variétés de pommes de terre. Moi, la patate frite là, peut avoir différentes façons de faire, puis comment ça contribue, tu sais, des petites choses, mais comment ça contribue à la biodiversité. Puis c'est important de savoir. La pomme de terre, c'est un exemple. Fin de semaine, moi, je plantais de l'ail. La variété d'ail aussi, c'est la même chose. Donc, comment des petits gestes ont quand même un impact assez grandiose en termes de conservation de la biodiversité, puis un certain contrôle des gens sur leur moyen de production, leur moyen de je vais surtout vous parler un peu de mon rôle comme chargée de programme Afrique, cette fois à Suko, donc l'autre chapeau que je porte pour un peu introduire ce que Mamadou va parler tout à l'heure. Donc, à titre de chargé de programme Afrique à Suko, mon rôle, c'est de développer et mettre en œuvre une programmation de Suko dans les pays en Afrique de l'Ouest où on est, là, soit le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais ça se fait en appui avec les représentants pays qui sont dans ces pays-là aussi, avec nos partenaires puis avec les organisations de la société civile. Donc, mon mandat consiste à mettre en œuvre la programmation du SUCO, puis ça, c'est autour de 2 piliers essentiels. Puis un des premiers piliers, puis on arrive d'en discuter, c'est qu'il n'y aurait pas de programmation du SUCO sans une vision commune qu'on a sur différents enjeux. Puis ici, en ce moment, on va parler de la transition agroécologique. Donc, c'est quoi notre vision sur un système alimentaire viable en Afrique de l'Ouest, par exemple? Notre programmation va viser à mettre en œuvre avec des partenaires, des homologues, nos représentants pays, des volontaires, cette vision-là. Voilà. Donc, il y a les systèmes alimentaires viables, mais il y a aussi le droit et la participation des femmes et la résilience au changement climatique, comme je disais tout à l'heure. Pardon. Il y a le deuxième pilier qui est essentiel à notre programmation, c'est, puis je pense que la présentation de Vicky l'a super bien démontré, c'est le lien avec les organisations locales avec qui on travaille. La JEPAI, on va entendre parler de Enda Pronat, mais SUCO, sans ses partenaires locaux, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de SUCO au Nicaragua sans les 7 organisations avec qui on est. Il n'y a pas de SUCO en Afrique de l'Ouest sans nos partenaires locaux avec qui on travaille, puis avec qui on partage, je répète, une vision commune sur des enjeux communs. Donc, voilà. Je ne veux pas oublier aussi le volet des bailleurs de fonds. C'est sûr que sans financement, on n'a pas plus de projets. Là. Donc, je remercie les donateurs, donatrices, mais aussi, bien sûr, le gouvernement là, qui nous appuie, puis les fondations privées là, qui nous appuient puis qui nous permettent de mettre en œuvre là, des projets essentiels. Voilà. Donc, mon mandat, du moins la façon dont je le comprends là, et que je souhaite le développer au sein du SUCO, c'est de créer, maintenir et renforcer des alliances et des relations de travail avec des organisations nationales togolaises, béninoises, burkinabées, ivoiriennes et sénégalaises, avec qui on partage une vision, une compréhension commune des enjeux qui concernent les systèmes alimentaires, la résilience au changement climatique et les droits et la participation des femmes. Puis ça, ben, ça se fait en collaboration avec les représentants pays puis les organisations locales. Donc, c'est ça. Mon travail consiste donc à travailler avec d'autres organisations pour arriver à mettre en œuvre un objectif commun. Ici, ben, ce qui nous intéresse, c'est la transition socio-écologique, agroécologique.
Voilà. Merci. Je voulais aussi vous parler, il y a différents leviers qui nous permettent de réaliser puis de nourrir des relations. Il y a les leviers de la coopération volontaire, il y a le levier du plaidoyer, il y a le levier des projets qu'on fait avec les organisations avec qui on travaille. Un des projets dont Mamadou va parler, ça s'appelle Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un projet qu'on fait en consortium avec une autre canadienne ici, Interpares, mais qui se déploie dans 4 pays là, en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et Togo. Mais c'est des projets qui ont des impacts significatifs dans la capacité de résilience des communautés locales. Donc, voilà. Donc, sans nos partenaires locaux, sans nos représentants pays, sans nos partenaires, ben, SUCO n'est pas présent dans les autres organes, dans les pays où on est. Donc, mon mandat comme chargé de programme Afrique, c'est de travailler avec tous ces différents acteurs, actrices-là pour qu'on développe et on mette en œuvre une vision commune. Voilà. Bref, pour revenir au Sénégal, ça va être compliqué, mais je vais apporter attention pas compliqué, mais à la vidéo de Mamadou. C'est l'idéal, ça aurait été qu'il soit ici avec nous sur le panel, mais ce n'est pas possible. Donc, mais dans sa présentation, il va présenter un peu le lien entre son organisation Endapronat, les changements climatiques, puis l'agriculture. Il va démontrer que les changements climatiques ont un impact significatif sur l'agriculture au Sénégal et que la relation entre les changements climatiques et l'agriculture, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est une relation qui est quand même assez complexe. Des efforts concertés entre les différents acteurs, donc que ce soit les paysannes, mais aussi l'État. Donc, pour arriver à réduire les impacts négatifs sur les systèmes agricoles. Voilà. Il y a différentes pistes de solutions qui ont été mises en place, puis le gouvernement sénégalais, il en est conscient, puis il travaille avec différentes institutions, organisations, comme Endapronat, pour développer des stratégies d'adaptation. Par exemple, il y a la DITAES, qui est la dynamique de la transition agroécologique au Sénégal, pour lequel notre partenaire, Endapronat, est un acteur clé qui a mis en réseau cette dynamique-là nationale. C'est un réseau qui regroupe des producteurs, productrices, de consommateurs, consommatrices, de femmes rurales, d'ONG, d'institutions de recherche, de réseaux de la société civile et aussi des élus locaux et des entreprises privées dont le but est la promotion de la transition agroécologique au Sénégal par le plaidoyer, la sensibilisation, le partage d'expériences et l'accompagnement des territoires en transition. Donc, c'est vraiment une initiative qui permet de regrouper différents acteurs qui ont un impact non seulement dans les moyens de production, mais aussi dans l'appui financier à ces moyens de production-là, dans la façon, en élaborant des politiques, entre autres agricoles, qui vont favoriser l'agroécologie, puis des échanges de bons procédés puis de façons de faire. Mamadou va le présenter plus brièvement Endapronat, mais moi, je voudrais le présenter un peu plus en longueur. Mais Endapronat, c'est une ONG membre du réseau international Enda Tiers-Monde, qui a été fondée en 1982 suite à une étude révélant les effets néfastes de la révolution verte sur l'environnement et la santé des populations. Pour promouvoir un projet de société alternatif, intégré, sain et durable, l'organisation est passée de la sensibilisation aux dangers des pesticides à des interventions directes dans les terroirs, abordant une variété de thématiques, toutes centrées sur l'agroécologie. Selon ENDA, l'agroécologie représente une réponse pertinente face aux défis des systèmes alimentaires durables, du changement climatique, de la souveraineté alimentaire et de l'emploi des jeunes. La mise en œuvre de l'agroécologie soutenue par des politiques et programmes publics cohérents est une priorité partagée par l'ensemble des acteurs qui composent Endapronat. Donc, ils ont vraiment comme mission de mettre en œuvre l'agroécologie. Mais, en bref, je pense que le mieux, pour parler d'Enda, je vais laisser la parole à Mamadou Sarr, mais le rôle de SUCO, ça a été vraiment d'agir de catalyseur puis d'appuyer ce qu'eux font pour que ça rayonne encore plus leur travail, à la fois au Sénégal, mais aussi ici.
et en Afrique de l'Ouest en général. Tous et à toutes, je me nomme Mamadou Abdoulaye Sow. Je suis le coordonnateur des programmes de Endapronat. Endapronat est une ONG sénégalaise qui œuvre pour une mise à l'échelle de l'agroécologie au Sénégal et dans la sous-région. ENDA veut dire environnement, développement, action, Pronat, protection naturelle des terroirs. Tout d'abord, je remercie ASIPO de m'avoir invité à ce panel passionnant sur l'agroécologie et la résilience au changement climatique. Nous vivons aujourd'hui quand même dans une période où la santé de notre planète et la durabilité de nos systèmes alimentaires sont plus que jamais menacés par les changements climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, la perte de biodiversité et la surexploitation des ressources naturelles ont des conséquences quand même dramatiques sur notre planète. Et face à ces défis, aujourd'hui, l'agroécologie émerge comme une solution pour assurer un peu la résilience de nos systèmes alimentaires. Alors, mon intervention va porter essentiellement sur 3 points. D'abord, le rôle de l'agroécologie dans la résilience face au changement climatique. Nous savons tous que l'agroécologie aujourd'hui joue un rôle crucial dans la résilience face au changement climatique de plusieurs manières. D'abord, les systèmes agroécologiques encouragent ce qu'on appelle la diversification des cultures. Et cette diversité aujourd'hui culturelle au sein des exploitations familiales permet quand même de réduire les risques liés aux maladies et aux ravageurs, tout en améliorant quand même la fertilité des sols. Donc, les expériences ont montré quand même que des systèmes diversifiés sont souvent plus résilients aux variations climatiques parce que ça permet au moins aux exploitations familiales face à des périodes de sécheresse ou bien à des risques climatiques, toutes les cultures ne seront pas ravagées et au moins auront certaines cultures qui peuvent arriver à terme de leur production. L'autre point également, c'est l'amélioration de la santé des sols. Aujourd'hui, la combinaison des pratiques agroécologiques telles que la rotation des cultures, telles que le compostage ou les cultures de couverture, favorise quand même la santé des sols qui se traduit par une amélioration de la capacité de rétention en eau et des nutriments qui aident les plantes à mieux résister face aux sécheresses ou bien à l'inondation. Donc, et le dernier point ou bien l'autre mesure qu'on peut citer aussi, c'est l'adaptation locale. On sait que les systèmes agroécologiques ou bien les pratiques agroécologiques aujourd'hui sont souvent adaptés aux contextes locaux. Donc, ce qui permet aux agriculteurs de mieux répondre aux défis spécifiques posés par les changements climatiques. Et le second point de mon intervention va porter sur les initiatives agroécologiques qui sont mises en place par Endapronat pour renforcer la résilience. Tout d'abord, nous travaillons beaucoup avec les communautés locales à mettre en place des mécanismes de gouvernance et de gestion des ressources naturelles. Car le constat d'aujourd'hui, comme je l'ai rappelé tout à fait au début de mes propos, qui consiste à une forte dégradation des ressources naturelles telles que la forêt, les terres, l'eau et la biodiversité. Donc, ce constat nous a amené à travailler avec les communautés sur la mise en place des outils de gouvernance qu'on appelle les conventions locales, qui consistent à établir des règles de gestion communautaires afin de permettre de travailler sur la restauration et la conservation de la biodiversité. Exemple, aujourd'hui, à travers nos différentes zones d'intervention, nous avons pu quand même réussir à régénérer plus de 9500 hectares de terre à travers la régénération naturelle assistée. L'autre initiative aussi, c'est un peu la recherche, action, formation pour l'intensification agroécologique que nous menons avec les communautés pour travailler sur des alternatives avec la recherche en valorisant aussi les connaissances endogènes. Donc, ce travail aussi nous permet de promouvoir, comme je l'ai dit, des alternatives pour la restauration et la conservation des sols. Donc, ce qui amène un peu à travailler sur des expérimentations qui permettent d'expérimenter donc des solutions adaptées au contexte local
pour assurer la gestion de la fertilité, mais également pour assurer la gestion des ravageurs. Et là, on a travaillé sur des associations de culture, légumineuses, céréales, sur la diversification de cultures, l'introduction de cultures adaptées au contexte tel que le sésame et autres. Donc, l'utilisation également des semences paysannes, donc, qui montre aujourd'hui que ces semences paysannes continuent toujours à montrer leurs résultats et qui sont bien adaptées, en tout cas, au contexte local et qui résistent même mieux aux périodes de sécheresse ou bien aux périodes de longues périodes de pause de pluviométrie. Et le dernier point aussi sur lequel nous, on essaie toujours de travailler, c'est on sait que aussi la promotion de l'agroécologie relève également d'une volonté, doivent également être soutenus par une volonté politique. C'est pour cela que nous travaillons sur la mise en réseau et partenariat. Et ce réseau nous permet, ou bien cette collaboration avec la mise en place des réseaux nous permet de travailler sur des cadres de concertation, donc qui nous permettent d'aller en dialogue sociopolitique avec les décideurs pour une meilleure prise en compte de l'agroécologie dans les programmes politiques ou bien dans la vision politique de l'État. Et sur ce, ça nous permet également, au niveau des collectivités territoriales, de travailler également avec les décideurs locaux sur la mise en place des mesures qui permettent de mieux s'adapter ou d'atténuer un peu les conséquences liées au changement climatique. Et là aussi, c'est des cadres de concertation au niveau local qu'on essaie d'impulser pour vraiment porter un peu ce dialogue sociopolitique à l'échelle territoriale, mais également à l'échelle nationale pour une meilleure prise en compte des politiques, pour une meilleure prise en compte de l'agroécologie dans les politiques. Le dernier point de mon intervention, quels sont les projets qui sont mis en place, en tout cas, ou accompagnés par ENDA pour renforcer la résilience. Là, aujourd'hui, ENDA compte à peu près une vingtaine de projets qui permettent ou bien qui soutiennent un peu la mise à l'échelle de l'agroécologie et qui travaillent également sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Et parmi ces projets, nous pouvons citer le projet ACFAO, qui est l'action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Et sur ce projet, on travaille avec Interpares et SIPO. Et ce projet nous permet, nous, de travailler avec les communautés en zone côtière pour intensifier les réponses d'adaptation au changement climatique à travers le renforcement de capacités des jeunes et des femmes pour le développement des activités économiques durables. Donc, ce projet vraiment nous a permis de travailler avec des réserves donc naturelles communautaires, mais également avec des aires marines protégées et d'accompagner plus ou moins les communautés qui s'activent autour de ces ressources naturelles-là, à mieux les organiser, à travailler sur le renforcement de capacités techniques organisationnelles. Et ça permet également de développer des activités économiques génératrices de revenus autour de ces réserves. Le deuxième projet, ou en tout cas l'autre projet que je voulais citer également, c'est le projet PMA, qui est le partenariat multi-acteurs, qui permet de travailler sur des partenariats multi-acteurs, que ce soit au niveau local, à l'échelle des territoires, mais également au niveau national, qui permet de soutenir des dynamiques, multi-acteurs qui portent plus ou moins un peu le dialogue socio-politique à différentes échelles. Et dans ce dialogue socio-politique que nous menons, que ce soit à l'échelle territoriale, on essaie de travailler sur la territorialisation de l'agroécologie pour mieux travailler avec les décideurs locaux à intégrer dans leurs plans locaux d'adaptation au changement climatique, bien dans leurs plans locaux de développement, à intégrer des mesures favorables à l'agroécologie. Et c'est ce même travail également qui est fait au niveau national avec d'autres organisations à travers des cadres de concertation également qui sont là, qui sont connus, tels que la DITAES, qui est aujourd'hui une dynamique pour une transition agroécologique au niveau Sénégal, qui essaye de réunir tous les acteurs travaillant dans l'agroécologie pour porter ou bien pour mener le dialogue socio-politique à différentes échelles. Voilà, chers monsieur et madame, mon intervention et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à Mamadou pour son intervention. Merci à Geneviève pour l'introduction, la mise en contexte et souligner à quel point sans nos partenaires, on n'est rien. Et merci à vous, cher public, parce que je sais que les vidéos, c'est pas très agréable. On aurait vraiment aimé avoir notre panéliste en vrai, mais merci pour votre attention pendant ces 9 minutes. Merci.
Je voulais juste prendre un tout petit 5 minutes pour vous parler de l'expo photo qui est autour de vous. On a présenté un partenaire au Nicaragua, on a présenté un partenaire au Sénégal. Si vous voulez en apprendre plus sur nos projets, je vous inviterai à faire un tour tout à l'heure. Elle est très intéressante, c'est des belles photos. Et d'ailleurs, la première photo de couverture, il me semble, c'est une qui a été prise dans le cadre du projet ACFAO. Oui, dans les mines de sel. On a des gens qui nous pointent, merci beaucoup. Parfait, donc en parlant du reste du monde, on va faire un dernier point sur le droit international, puisque Morgane, nous avons une spécialiste ce soir. Et j'ai une question pour toi, Morgane, pour avancer dans la bonne direction. Quel est le rôle du droit international dans la promotion de l'agroécologie et quels sont les défis auxquels on fait face à l'échelle internationale? Rien que ça. Oui, c'est ça, rien que ça. Bah, là aussi, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais vous la faire brève. Il y a de nombreux défis du droit international pour promouvoir l'agroécologie et la diversification alimentaire et agricole. En tout cas, nous, au sein de la chaire des DSA, donc la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval, on est fermement convaincus que le droit international a un grand rôle à jouer pour promouvoir l'agroécologie à tous les maillons des chaînes d'approvisionnement alimentaire, de la ferme jusqu'à l'assiette. En fait, le droit international, qu'est-ce que c'est? C'est un droit qui va délimiter ce que les États peuvent faire ou ne pas faire. Donc, c'est un droit qui a le potentiel de contraindre ou d'inciter les États à adopter des cadres juridiques pour atteindre une sécurité alimentaire durable et protéger la diversité agricole et alimentaire qui constitue une richesse inestimable. On est tous d'accord là-dessus ici, je pense. Donc nous, à la chaire des TSA, on pense que du fait de ces qualités, le droit international peut insuffler des changements concrets et positifs et finalement permettre aux États de faire face aux importants défis actuels et notamment aux défis des changements climatiques. Ceci dit, actuellement, il n'existe aucun accord, aucun traité international général, universel et contraignant qui aurait pour objet la sécurité alimentaire ou l'agroécologie ou encore la diversité des systèmes alimentaires. En fait, actuellement, le droit international public appréhende la sécurité alimentaire de manière complètement fragmentée, sans considérer de façon holistique les difficultés auxquelles font face les consommateurs, mais aussi les agricultrices, mais aussi et surtout les agricultrices et les agriculteurs. Et le droit international ne prend pas aussi en compte tous les aspects, tous les enjeux de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition de façon holistique encore. Donc ça a pour conséquence qu'en droit international, ce sont finalement les considérations commerciales qui vont devenir le principal cadre de référence pour traiter des questions de sécurité alimentaire, avec pour effet d'harmoniser, de favoriser déjà le système alimentaire mondialisé, au détriment des systèmes alimentaires plus locaux et au détriment de la diversité agricole et alimentaire, qui est elle-même liée à la diversité des cultures, des savoirs, des coutumes, des croyances et des traditions. C'est sur la base de ce constat, et je me permets peut-être de faire la promotion d'une proposition de convention internationale sur la diversité, la durabilité agricole et alimentaire que l'on a élaborée au sein de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire. Cette proposition, c'est le fruit de plusieurs années de réflexion au sein de la chaire et c'est le fruit aussi de l'analyse de plus de 700 accords et textes juridiques internationaux, contraignants et non contraignants. Donc, on a méticuleusement analysé les engagements en fait, que les États ont pris par le passé pour réfléchir à une proposition qui dépasse les limites du droit international public que je viens de vous mentionner. Cette proposition, elle rétablit en droit un équilibre entre les considérations commerciales et non commerciales liées à la sécurité alimentaire. Et elle facilite aussi les articulations entre les dimensions globales et locales. Donc, la Convention rappelle aux États leurs droits souverains, mais aussi leurs responsabilités et obligations en matière de sécurité alimentaire. Elle les engage à soutenir les petits producteurs et paysans, les marchés agricoles locaux et les systèmes alimentaires locaux. La Convention, elle suit une structure, un modèle traditionnel des traités internationaux. Donc, elle comprend un préambule et un corpus là, de 50 articles répartis en 9 parties distinctes.
Parmi les objectifs de la Convention, on a celui de protéger et mettre en valeur la diversité agricole et alimentaire dans l'objectif d'atteindre la sécurité alimentaire durable et d'améliorer la nutrition, celui de soutenir la transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables et celui d'accorder une place importante aux considérations non commerciales liées à la sécurité alimentaire en droit international, sans exclure toutefois les considérations commerciales. Pour atteindre ces objectifs, les États sont invités à prendre des mesures pour protéger et mettre en valeur la diversité agricole et alimentaire sur leur territoire et à coopérer au niveau international et régional pour protéger et mettre en valeur cette diversité. Donc, je vous invite à aller lire cette convention dont on espère qu'elle aura un très bel avenir devant elle. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un très bon, on va pas conclure là, mais c'est un bon vue d'ensemble bref, on parle du droit international, c'est très pertinent, merci beaucoup. On approche quand même de la fin et je vais vous demander à chacune de nous laisser sur une dernière réflexion, un message clé à retenir, quelque chose que vous voudriez souligner sur le sujet. Vite, vite. Vicky. Parfait, je brise la glace. Moi, je vais dire en fait que les semences les semences paysannes sont non seulement fondamentales pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, mais favorisent également la sécurité alimentaire et la durabilité des communautés agricoles au Nicaragua. Donc, pour la promotion de l'utilisation, de la conservation des semences, c'est vraiment essentiel pour relever les futurs défis climatiques au Nicaragua, entre autres. Et puis, je vais faire du coup sur ce que disait Geneviève un peu plus tôt. Donc, c'est essentiel d'impliquer les communautés locales et nos partenaires locaux, en fait, dans ces processus-là pour pouvoir bâtir des réponses qui soient adaptées aux défis locaux. Donc, merci beaucoup. Merci. Geneviève, est-ce que tu aurais quelques mots? Je pense que le lien entre l'international, le national et le local est vraiment important. Puis comment on peut, différents acteurs, je pense que SUCO, on est un, les chaires de recherche en est un autre, avec le droit, les partenaires avec qui on travaille au niveau national et local, que ce soit, donc comment assurer un lien à ce niveau-là, au niveau de la souveraineté alimentaire, de la production, qu'on parle de semences, mais quand on parle aussi de la mise en marché, de la commercialisation au profit de tous et toutes. Je pense que ça devient vraiment intéressant, l'importance de travailler en réseau, en solidarité pour arriver à des systèmes alimentaires viables, finalement. Merci beaucoup. Pour ma part, je voudrais faire du pouce aussi sur l'intervention de Vicky par rapport qui nous a expliqué le rôle des femmes dans l'agriculture au Nicaragua. Et en fait, c'est pour dire que plus largement, les femmes ont un rôle énorme en matière d'agroécologie. Dans certains pays, on parle d'elles comme les gardiennes de la biodiversité agricole. Et en fait, c'est vrai, les études le démontrent, les femmes cultivent davantage de variétés que les hommes à travers le monde. Et en fait, elles diversifient aussi leur culture pour faire des repas variés, diversifiés. Elles ont à cœur de bien nourrir leur famille. Et cette contribution des femmes, voilà, ça sera mon dernier mot. Je trouve que c'est super important de le souligner. Et merci à SUCO de faire partie de ces ONG qui proposent des mesures pour garantir leur accès aux ressources agricoles, y compris aux semences de qualité, aux outils, ce que nous a présenté Vicky au Nicaragua. Donc bravo et vive les femmes aussi. Merci beaucoup. Quel hasard qu'on soit 4 femmes sur le panel. Je vais ouvrir la discussion en vous proposant de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? Bonsoir tout le monde. Merci aux panélistes pour leur intervention que j'apprécie beaucoup. Moi, c'est Gassim Kamara. Je viens d'être diplômé en environnement et développement durable. Bon, j'ai bien apprécié. Ce que je voulais savoir, peut-être ma question va être orientée vers celle qui est chargée de programme en Afrique de l'Ouest. Oui, je viens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. J'aimerais savoir, est-ce que le partenariat que SUCO fait avec les organisations locales, est-ce que c'est SUCO qui
part vers ces organisations ou bien ce sont ces organisations qui doivent venir auprès de SUCO pour pouvoir implanter des projets dans les différents pays? Et est-ce que aussi SUCO travaille avec des organisations internationales telles que le PNUD ou bien le PNUAD pour d'autres partenariats dans les pays en Afrique de l'Ouest? Merci. Ouais. Je vais rester juste à côté parce qu'on a aussi les questions du Zoom, donc je t'invite à y aller. Merci. Oui. Merci beaucoup pour votre question. Dans les partenariats, en fait, dans la façon dont on travaille, ça peut se faire des deux façons, là. Soit les organisations locales vont nous approcher par l'entremise de nos représentants pays qui sont dans les pays où on est, là, au Bénin, au Suco, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal. Ou bien, nous aussi, parfois, on veut travailler avec des partenaires pour soit faire du plaidoyer ou mettre en œuvre des projets. Mais en général, c'est des relations qui se développent sur du long terme. On apprend à se connaître par différentes alliances, on va travailler ensemble sur différents thèmes, soit des plaidoyers, on va se retrouver dans des lieux de réseautage, puis par la suite, on va développer des partenariats ensemble. En général, la porte d'entrée pour les partenariats avec SUCO, c'est par notre programme de coopération volontaire qui permet de... Vicky pourrait vous en parler. Il y a aussi Mylène qui est présente dans la salle, là, qui pourrait vous en parler, qui est une autre façon aussi dans laquelle on fait des liens entre SUCO et des organisations locales. Sinon, oui, on travaille, nous, avec différentes associations des Nations unies, entre autres la FAO. On va travailler, pour le moment, c'est surtout eux. On travaille pour le PNUE ou le PNUD, ou le PAM parfois, mais pas toujours. On travaille surtout avec la FAO dans des projets en agriculture adaptée au changement climatique, là, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, puis on a eu un projet qui vient de se terminer là, en Haïti, qui est financé par eux. Merci beaucoup. Je vais juste lire On a une question sur le Zoom. SUCO prend-il en compte les questions de sécurisation foncière dans les mesures agroécologiques? Je vous laisse décider qui a envie d'y répondre. Merci. Je vais répondre, mais Vicky, tu pourras compléter. Puis il y en a plusieurs autres personnes de SUCO là, dans la salle qui pourront m'aider. Oui, SUCO prend en compte la question de sécurisation foncière dans la sécurité alimentaire, puis dans le travail qu'on fait là, avec les mouvements, les groupements paysans ou producteurs, productrices. Ce n'est pas uniquement la sécurisation foncière, mais l'accès à la terre. Puis on le fait le plus possible en concertation avec les communautés locales, avec nos partenaires, parce que cette façon-là de garantir ou de faciliter un accès au foncier n'est pas le même partout. Au Nicaragua, ça peut être fait d'une façon, au Togo, d'une autre. Donc, puis, il va varier aussi en fonction de avec qui on travaille. On travaille beaucoup avec les groupes de femmes. Est-ce que l'accès à la terre, c'est de quelle façon, comment on le fait? Donc, c'est des connaissances fines qui demandent une intervention qui est souvent très, très politique, culturelle, mais que oui, on prend en compte, puis nos partenaires locaux prennent en compte dans les interventions qu'on fait en termes de sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, production agricole. Est-ce que d'autres mondes de SUCO veulent compléter? Bonjour. Ma question est probablement pour Vicky. En ce qui concerne l'inclusion des femmes particulièrement, qu'est-ce que vous faites exactement en tant que groupe SUCO pour que les femmes soient, on sait dans certaines cultures probablement qu'elles n'ont pas malgré leur importance, n'ont pas la position qu'il faut pour vraiment être acteur de changement. Donc, qu'est-ce qui est fait spécialement par rapport à ça pour faire en sorte que les femmes aient la place qu'il faut pour justement réussir
les missions, les mandats pour la biodiversité, mais aussi pour la gestion environnementale ou même au niveau je dirais, l'agroécologie en général. Merci beaucoup pour votre question. Mais en fait, il faut savoir que dans tous les pays d'intervention, dans la majorité de nos pays d'intervention, il y a des personnes qui sont collaboratrices spécialisées en égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ce sont des personnes qui viennent appuyer nos différents partenaires de manière transversale en renforçant de capacité concernant les enjeux spécifiques par rapport à l'égalité, à l'intégration de la perspective de genre, excusez-moi. Et puis, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie nos partenaires et puis on appuie leur population bénéficiaire en donnant des formations, par exemple, sur l'estime de soi. Donc, il y a tout un processus vraiment qui part du personnel, donc de la croissance personnelle. Et puis ensuite, on appuie la croissance du pouvoir, de leur pouvoir économique. Donc, on peut donner des formations et un appui pour qu'elles puissent développer des compétences, des habiletés qui vont leur permettre d'entrer, par exemple, de développer des connaissances pour pouvoir intégrer le marché économique, par exemple, développer une production, une plus grande production de leur production de leurs produits, une plus grande production agricole, merci, ça fait tard. Et puis la transformation, par exemple, de ces produits-là, un appui à la commercialisation. Donc, on appuie vraiment le renforcement des capacités des femmes, le pouvoir, leur autonomie aussi dans la prise de décision, la participation dans les différentes instances aussi politiques, donc au sein des différents comités locaux, des comités de protection des eaux, des comités politiques locales. Donc, c'est de leur donner une voix et de leur permettre d'influencer, en fait, les politiques locales aussi à certains niveaux. Donc, de manière très, très générale, c'est ce que je mentionnerais. Je pense que Geneviève aussi pourrait enchérir là-dessus. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Oui. Parce que, ouais, c'est bon. J'aurais deux questions, une générale puis une pratique. La première, c'est que vous n'avez pas spécialement mentionné durant le panel, vous avez dit beaucoup de choses et merci beaucoup, mais vous n'avez pas spécialement mentionné l'unité de temps. C'est vrai qu'on sait il va y avoir une fréquence de plus en plus importante d'événements climatiques de plus en plus extrêmes. Et donc, les actions que vous faites se placent dans quelle échelle temporelle? Parce que est-ce que ça permet de contrecarrer ce qui va se passer sur le court terme, le moyen terme? Ou est-ce que vous vous préparez déjà sur le long terme à répondre peut-être aux actions, enfin, au changement climatique extrême qui va arriver? Puis cette banque de données à l'échelle locale, est-ce qu'elle va permettre de pouvoir répondre à ça ou c'est quelque chose qu'on n'a pas encore d'idée, en fait, de ce qui va se passer exactement dans le futur? Voilà, ça c'est la première question. Mic drop, mais... À qui veut répondre? Ah, vraiment? Merci. Excellente question. Merci pour la question. En termes de temps, c'est sûr que SUCO, nous, quand on se projette, mettons, on fait des planifications stratégiques qui ont une durée de 5 ans. Puis ça implique nos représentations pays, tout le monde qui sont là. Donc, on voit en termes d'intervention de SUCO comme organisation, c'est une durée de 5 ans. Est-ce que pour avoir un impact sur la résilience, sur les changements climatiques, sur la régénérescence des sols, sur la capacité d'adaptation des populations, est-ce que c'est suffisant? Non. Sauf que ça ne nous sert à rien pour le moment de prévoir sur... On ne fait pas ça. On ne fait pas sur 30 ans, on voit à moyen terme, 5 ans, puis comment on peut concrètement, dans ce 5 ans-là, trouver des leviers, des façons de mettre en œuvre une vision qu'on a pour cette durée-là. C'est sûr que
En 5 ans, Vicky a mentionné le corridor sec au Nicaragua, mais l'impact est grand sur les populations avec qui on travaille et les groupes avec qui on travaille. La montée des eaux, la salinisation des terres sur la côte en Afrique de l'Ouest, c'est grand. Fait qu'il faut qu'on agisse maintenant pour augmenter le plus possible la capacité de résilience des populations avec qui on travaille, donc les groupes avec qui on travaille. Donc, 5 ans, mais dans une perspective à plus long terme. Est-ce que ça... On aimerait ça avoir du financement pour beaucoup plus longtemps. C'est ce que j'allais souligner en fait. Bon, là, on parle moi, je ne fais pas partie de Suco, mais c'est justement, je voulais insister sur le fait que c'est 5 ans pour Suco, mais c'est 5 ans aussi pour plein d'autres ONG, pour plein d'autres projets de recherche, même publics. Souvent, le financement ne va pas au-delà de 5 ans, parfois c'est même 3 ans. Et c'est un appel qu'il y a souvent aux bailleurs de fonds, voilà, de comprendre qu'on a besoin de temps plus long pour vraiment faire des actions qui ont des répercussions à plus long terme. On a besoin d'un financement aussi à plus long terme. Et ça revient voilà, fréquemment au-delà même de Suco. Merci. Je pose la deuxième question. Vous allez en avoir marre à la fin, vous dire, mon Dieu, qui donne ce micro. D'un point de vue pratique, mais là, c'est peut-être que je pousse un petit peu la réflexion, mais c'est que vous avez parlé d'homogénéisation des cultures, que ça avait perdu la diversité, qu'il y avait donc aussi en même temps une érosion des sols, donc un lessivage des nutriments nécessaires pour les cultures, donc toute cette homogénéisation, en fait, qui a perdu son unicité en termes de culture, on va dire, unique. Et donc là, vous avez mentionné un retour aux sources, entre guillemets, avec les semences indigènes, mais les sols sont lessivés, dénaturés, ils ont perdu leurs nutriments. Est-ce qu'en même temps qu'il y ait ces semences indigènes, quand vous les replantez, est-ce qu'il y a une politique pour réenrichir les sols de ces nutriments-là? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que il y a des personnes qui vont parler de mycorhizes. Les mycorhizes, c'est les filaments, les réseaux filamentaires des champignons qui permettent de soutenir des plantes. Il y en a au Costa Rica, si je ne me trompe pas, il y avait des gens, ils ont mis des pelures d'orange pour tout simplement refaire pousser une forêt. Donc, il y a plein de stratégies après, puis plein d'expériences surtout. Mais est-ce qu'il y a une politique qui accompagne en même temps la semence indigène qui accompagne l'enrichissement des terres? Ou est-ce que c'est quelque chose encore en annexe et puis il n'y a pas... On est sur l'expérimentation. Désolé, hein, il se fait tard. C'est une question compliquée. C'est certain qu'en fait, il n'y a pas de politique pour tous les projets dans tous les pays il n'y a pas une règle générale qui dit que quand on protège les variétés paysannes, on va aussi protéger le sol. Ceci dit, en fait, on voit, et aussi, c'est ce que je disais sur le droit international public, on voit, mais c'est valable aussi à l'échelle nationale ou locale, on a tendance à voir les choses de façon compartimentée, et parfois on n'a pas le choix parce que on a des financements pour tel objet ou tel autre objet, et ça arrive souvent qu'en fait, on a soit des politiques de conservation des semences in situ, qui ne répond qu'à cet enjeu-là. Et par ailleurs, on va avoir des politiques ou des missions sur la fertilité des sols. Et on voit les choses de façon distincte. Et ça arrive parfois par ailleurs qu'on voit les choses de façon plus holistique. Et c'est à encourager, je pense. Et donc, j'ai pas vraiment de réponse à la question. Si ce n'est que ça dépend des contextes et que ça serait en effet à privilégier. Et qu'il y a certaines variétés qui vont être plus utiles justement pour enrichir les sols, mais ça va aussi avec l'utilisation tout ce qui est insectes, micro-organismes, c'est pas seulement en fait les variétés, ça va être toute une série d'intrants naturels qui vont permettre au sol de se régénérer. Je peux parler encore, moi aussi, il faut m'enlever le micro. Non, mais ce qui est intéressant dans l'agroécologie, par exemple, c'est que ça regarde justement une approche holistique. Donc, ce n'est pas en termes de droit international,
mais ça regarde, oui, les intrants en termes de semences, mais aussi les pratiques agricoles, donc oui, la question des sols, mais aussi la question des vents, la question de la gestion des eaux, la question de différentes variétés ensemble. Aussi, c'est pas juste maraîcher, mais ça va aussi parler du bétail, ça va considérer les pêches. Notre partenaire, la JEPAI, entre autres, au Nicaragua, va travailler sur différentes, on dit, oui, les semences, comment avoir de nouvelles semences, mais aussi les techniques qui permettent d'augmenter la production, de mieux travailler avec ce qu'ils ont, la transformation. Donc, dans le cas du Sénégal, la DITAES, la dynamique sur la transition agroécologique, c'est oui, bien sûr, sur les pratiques agricoles, mais aussi pour avoir du financement qui vont permettre aux producteurs, productrices de non seulement travailler sur les semences, mais aussi de faire de la recherche et développement, de travailler sur d'autres aspects de l'agriculture. Donc, puis dans ce que Mamadou mentionnait, les conventions locales, c'est au niveau des communes, des mairies, au niveau de la gestion d'un territoire, donner comment on intègre des politiques agricoles qui tendent vers l'agroécologie, donc pas uniquement les semences, mais oui, les semences, mais aussi tout le reste, donc dans une production agroécologique. Donc, c'est l'intérêt de l'agroécologie. Puis pourquoi Suco s'est engagé là-dedans depuis quand même assez longtemps, c'est parce que c'est cette vision holistique, systémique-là d'une production agricole adaptée à son contexte qui a une vision de la terre à la fourchette. Merci beaucoup. On avait une question pour conclure. Alors, oui. D'abord, merci beaucoup aux panélistes. Vous avez donné une superbe présentation. Puis, je ne veux pas donner une question trop pointueuse comme les dernières questions que vous avez reçues. Puis, je suis content justement que vous avez mentionné comme maintenant le bétail, parce que c'est justement ma question portait là-dessus. Dans les pratiques d'agroécologie ou d'agriculture durable que vous mettez en place ou préconisez dans ces pays, est-ce qu'il y a des mesures qui touchent directement l'industrie, que ce soit bovine ou l'industrie de la viande, qui, on le sait tous, est une industrie qui consomme énormément de ressources, qui pollue beaucoup. Et je me demandais si ça faisait partie des choses que vous mettiez en place, mettons une réduction de la production bovine, ou si c'est pas ça, est-ce que vous mettez en place des stratégies de réduction d'impact spécifiques à l'industrie de la viande? Merci pour la question. Nous, on travaille avec des producteurs, productrices à petite échelle. Hein. Fait qu'on ne va pas travailler avec les grands producteurs bovins ou autres, là, dans l'autre forme de bétail. Donc, cette façon-là de travailler fait en sorte que on ne se positionne pas sur la grande production porcine, par exemple, ou la grande production de bœuf. Mais dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, que je connais mieux, puis Vicky, tu pourras compléter pour les Amériques. Par exemple, on va travailler avec le bétail qui est en transhumance, qui circule de zone en zone. Pas nous là, directement, là, mais nos partenaires. Puis comment ça peut contribuer à renforcer des systèmes agroforestiers ou écosystémiques dans les zones. C'était des pratiques qui étaient là depuis longtemps, puis qui profitaient quand même justement au sol, à l'enrichissement des sols et ces choses-là. Comment on peut l'utiliser pour enrichir la production maraîchère. Mais Suco ne travaille pas directement avec les grands producteurs de viande et on n'a pas non plus une position là-dessus en se disant que on revient à la question de la souveraineté alimentaire, ce n'est pas nécessairement à nous de faire ça. Il y a quand même, on peut avoir une position environnementale, mais on laisse ce plan-là puis cette perspective-là aux groupes locaux avec qui on travaille, puis aux communautés locales avec qui on travaille, de pouvoir se positionner eux-mêmes sur ces enjeux-là. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions et vos interventions. J'ai encore 4 mini-points à vous dire et après, je vous laisse partir.
D'abord, merci infiniment à nos panélistes. Je pense qu'on peut les applaudir. Geneviève Talbot, Niki Tremblay, Morgane Leclerc et Mamadou Abdoulaye Sow. Un grand merci également à la Maison du Développement Durable. Un merci très, très, très chaleureux à vous pour vos questions et pour votre présence et votre attention. Je vous rappelle que si vous avez aimé écouter ce panel, c'est le premier d'une série que SCO fait autour de nos axes. Donc celui-ci, c'était l'axe système alimentaire viable. On a aussi résilience au changement climatique début décembre et il va y en avoir un sur droit et participation des femmes. Et c'est un très bon moyen pour nous de mettre en lumière nos partenaires et de faire le pont entre la programmation nationale et la programmation internationale. Finalement, je vous invite à profiter des délicieuses bouchées du café Zinzin, qui est le café qui va apporter des petits délices juste ici, et de réseauter avec nos panélistes et avec les gens autour de vous. Tout le monde est très passionné parce qu'on est tous là un mercredi à 19h, donc je vous encourage à discuter. Et finalement, n'oubliez pas d'aller explorer l'exposition photo. J'en parle tout le temps parce que c'est moi qui l'ai organisée. Elle est géniale. Merci beaucoup. Non, ça se